Allô, allô. Ça fonctionne là? Oui, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir et donc bienvenue à l'Institut franco-américain. Et nous sommes ravis donc d'accueillir ce soir une fidèle de l'Institut franco-américain, puisque Hélène Arter, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pardon, a été membre du conseil d'administration de l'Institut franco-américain parce que dans une vie antérieure, elle était professeure à l'Université Rennes 2. Et elle est repartie à Paris. Donc voilà, mais néanmoins, elle nous reste fidèle. Elle est venue il y a 2 ans pour nous parler de Pearl Harbor, peut-être que certains s'en souviennent. Et donc, oui, elle a publié un petit ouvrage il y a quelques années. Il y a quelques ouvrages d'Hélène à la sortie, mais il n'y a pas le Pearl Harbor, mais on le trouve aisément, bien entendu, dans toute bonne librairie. Et donc Hélène, ce soir, va nous parler de sa biographie, la biographie qu'elle a consacrée donc au président Eisenhower. Et en fait, je ne devrais pas dire président parce que c'est Eisenhower, c'est une biographie totale, pas exactement à l'américaine, mais une biographie totale quand même. Je ne dis pas exactement à l'américaine parce que souvent elles sont très longues. Donc là, elle est d'une taille raisonnable, quelques 500 pages, et donc couvrant toute la période. Et ce qui est intéressant, enfin, toute sa vie, ce qui est intéressant évidemment, c'est que c'est la première, et ça je l'ai appris en te lisant, c'est la première biographie en français consacrée à Eisenhower. Il n'y en avait jamais eu, donc je ne sais pas exactement pour quelle raison. Ça pourra être une interrogation, une de nos questions. Donc pour cette petite, c'est pas exactement une conférence, mais cette petite causerie, on revient donc, même si on n'a pas la cheminée de Franklin Delano Roosevelt, cette petite causerie, donc j'ai juste préparé un petit PowerPoint de telle manière à donc solliciter les réponses, la parole d'Hélène. Et je suivrai donc, ou nous suivrons la chronologie de la biographie, hein, qui est divisée en 3 grandes parties. La première étant bien entendu consacrée à l'enfance, l'adolescence, les premiers pas dans la vie adulte de 1890 à 1939, et donc son entrée évidemment dans la carrière militaire. Et on va commencer peut-être avec un point, une petite question, et qui certainement intéressera Hilary, mais je ne la vois pas. Elle arrive, donc on va peut-être attendre que Hilary soit là pour poser la question autour de la naissance, parce qu'il y a un petit mystère autour de la naissance, donc le lieu de naissance du futur président Eisenhower. Donc elle ne devrait pas tarder, elle n'est pas très très loin, je suppose. Mais peut-être cette première question, donc comment se fait-il, Hélène, que nous n'ayons pas de biographie d'Eisenhower? Pourquoi ce vide? Alors, En merci. français. Oui, alors merci tout d'abord de cette invitation. Il faut savoir d'ailleurs que ce livre, je l'ai commencé quand j'étais encore à Rennes 2. Donc, vous voyez que c'est le produit d'une longue maturation. Et qui est parti de ce constat qu'en fait, il existait bien la traduction française de la biographie de Stéphane Ambrose, mais qui était écrite vraiment dans une perspective très américaine, très histoire militaire, très histoire politique. Hein, la dimension sociétale, la question des droits civiques notamment, était très peu présente. Donc, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant. Alors, évidemment, je me suis posé la question du pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. La première, elle tient au monde de l'édition français, qui publie finalement peu de travaux en histoire des États-Unis et qui est frileuse de publier des ouvrages qui ne se vendent pas. C'est la première raison. Et donc, ils sont à la recherche de sujets qui potentiellement peuvent intéresser le lecteur. Ce qui explique que quand vous allez voir un éditeur, il vous parle toujours de faire une biographie de Franklin Roosevelt, dont on parlait tout à l'heure, de John Kennedy, et ils sont beaucoup moins intéressés à des personnages qui certainement sont plus intéressants à découvrir parce qu'on les connaît mal,
Je sais qu'à titre personnel, depuis des années, j'ai renoncé peut-être temporairement. J'aurais été très intéressée à écrire une biographie de Harry Truman, qui me semble un personnage formidable pour son époque. Et donc, on tourne un peu autour des mêmes fondamentaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres raisons. C'est que Eisenhower a plusieurs facettes dans sa vie. Une relativement facile, c'est le chef de guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le libérateur de l'Europe occidentale. Il suffit de se souvenir de la contribution des Alliés à la libération de Rennes. Mais c'est aussi le premier patron militaire de l'OTAN. Et donc vous voyez que là, ça devient un peu plus compliqué, puisque on est dans une logique de guerre froide. Donc si vous êtes gaulliste ou que vous êtes communiste, dans ces années-là, on ne peut pas dire qu'Eisenhower soit votre héros, voire même vous le détestez quand vous êtes communiste. Et puis sa présidence de guerre froide est aussi extrêmement clivante. Donc ça explique que c'est un personnage qui a des facettes particulièrement ambiguës. Et je vois dans mon entourage personnel des gens qui sont nés dans les années 40. Quand je leur ai annoncé que je travaillais sur ce personnage, je n'ai pas eu que des sourires totalement épanouis. Certains m'ont rappelé qu'ils étaient allés manifester contre lui à la fin des années 40, au début des années 50. Donc il y a toute une série de raisons qui expliquent. Et puis, j'ai envie de dire, la dernière raison, c'est qu'en fait, il est mort en 1969. Donc ça veut dire que pour beaucoup de personnes, et notamment dans la salle, c'est un acteur qu'on n'a pas connu de notre vivant et qui a quitté la vie politique au début des années 60, donc qui appartient vraiment à une histoire lointaine, qui n'interroge pas la relation franco-américaine sur une période assez récente. Donc c'est compliqué une fois qu'on a tous ces éléments pour se dire qu'il y a un intérêt à le faire. Donc les gens de 40 ans, enfin les gens qui Oui. sont nés dans les années 40, effectivement, ont le souvenir. 50, 60, et puis après, Et après, ça se dégrade. Ça se dégrade un peu. Dans la salle, il y en a quand même qui connaissent bien la figure d'Eisenhower et qui, donc on parlait tout à l'heure de la naissance de Dwight Eisenhower. Il semblerait qu'il y ait une petite polémique. Deux États se partageraient le futur président. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai que quand on va dans les archives et qu'on retrouve toutes les prises de parole d'Eisenhower, ce qui nous frappe, c'est qu'il dit toujours « Je suis un garçon du Kansas ». Quand vous allez à Washington et que vous marchez sur le mall, vous voyez le monument Logerdai en son honneur, et vous avez cette phrase qui rappelle tout ce qu'il doit au Kansas. En fait, c'est vrai, et en même temps pas totalement vrai, puisque c'est un Texan de naissance, oui, ça tue une partie du rêve et du mythe, qui naît dans une famille qui, à ce moment-là, dans sa vie, rencontre de très très grandes difficultés matérielles. Et donc son père est allé s'embaucher au Texas, la famille l'a rejoint, et il a ces quelques premiers mois de sa vie qu'il passe dans de la misère. Donc quand la famille revient au Kansas, elle a comme une sorte d'amnésie mémorielle sur les premières années qu'elle associe à de très mauvais souvenirs. Et puis il est tellement implanté dans cet état que finalement, c'est là vraiment que ses racines sont, et même ses premiers souvenirs. D'ailleurs, lui-même se rappelait même pas qu'il était né au Texas. C'est à la fin de la guerre, quand sa ville natale veut marquer sa naissance, qu'il est surpris. Il leur dit mais vous êtes sûr que je suis né là? Enfin, ça relève pour lui d'une sorte de découverte assez surprenante. Voilà un point litigieux qui est résolu. Et effectivement, rendons au Kansas ce qui appartient au Kansas. Et je suis sûr que Hilary en sera ravi. Voilà. Alors donc, il quitte le Texas alors qu'il est très jeune enfant. Et puis, tu l'as dit, il a une enfance, disons, marquée par un certain degré de pauvreté, mais ensuite son ascension. Alors, c'est pas un étudiant brillant, c'est un bon élève, mais néanmoins, il va entrer dans la carrière militaire. Il va épouser cette carrière, mais également épouser Mamie Daud, que l'on voit ici donc à l'écran. Peut-être que tu peux nous dire juste quelques éléments de biographie autour de ce mariage.
Alors, on l'a dit, hein, c'est un Américain ordinaire, hein, assez vite. La famille va sortir de la misère. Il a un grand-père qui est un religieux extrêmement implanté au Kansas, hein, qui est vraiment une figure locale. Et en fait, il va vivre cette vie d'Américain ordinaire qui va l'amener un peu par hasard à rentrer à l'académie militaire à West Point. Et c'est à l'occasion de son premier poste, hein. Il est déployé au Texas. Vous voyez que cet État joue un rôle assez important dans sa vie. En fait, quand on regarde ses affectations, quand il est affecté aux États-Unis, sont très souvent des affectations dans cette région, hein, des États-Unis qu'il connaît particulièrement bien. C'est l'époque d'ailleurs où les relations sont extrêmement tendues avec le Mexique, hein. Il y a eu des invasions du territoire américain par Pancho Villa, donc c'est un point extrêmement tendu. Et il va rencontrer cette jeune femme qui est en visite sur la base par hasard, un coup de foudre réciproque. Et pour lui, la découverte d'un autre milieu, parce que Mamie, alors c'est pas son surnom, hein, c'est vraiment son nom, elle est issue d'un milieu extrêmement favorisé, hein, du Middle West. Sa famille a fait fortune, ils ont plusieurs propriétés. Et le jeune Ike va être adopté par sa belle famille, et notamment son beau-père. On le considère comme un fils, hein, et il va peu à peu découvrir ce que c'est la vie de la bonne société américaine, les clubs, jouer au golf, aller en vacances, avoir la dernière voiture, etc. Et donc il a une sorte de début de progression sociale. Et en fait, cette belle famille va l'accompagner tout au long de ses jeunes années, hein, finalement. Elle va l'aider à promouvoir sa carrière et elle va être un soutien, en particulier pendant la Grande Dépression, où la famille Eisenhower va passer une Grande Dépression relativement tranquille, hein, parce que la belle famille est là derrière pour l'aider. Donc ils ont quand même une exercice assez atypique dans ces années 1930. Donc Ike Eisenhower, mais pourquoi Ike alors puisque son Alors, prénom c'est Dwight. oui, alors c'est assez confus, hein. En ayant lu beaucoup de choses, on n'est pas tellement sûr d'avoir la vérité. C'est tout simplement une déformation du nom. Et c'est une manière aussi de dissocier les frères, puisque c'est une fratrie de garçons extrêmement nombreuse. Donc il y a le jeune Ike, le plus ancien Ike. Finalement, le plus vieux perd son surnom, et c'est lui qui va conserver voilà, ce petit surnom qui est quand même bien plus pratique à prononcer que ce nom à rallonge pour un Américain. Ouais. Et donc les premiers moments du mariage sont évidemment heureux, mais assez rapidement, ils vont avoir un drame Mm. que peut-être tu peux rappeler. Oui, alors en fait, ce que j'ai oublié de préciser pour quand même, on remet la chronologie, on en reparlera, hein, je pense, tout à l'heure. En fait, vous avez vu, 1890, il est exactement de la même génération que le général de Gaulle, hein. C'est des parcours de vie assez similaires. La Fondation Charles de Gaulle a d'ailleurs fait, il y a quelques mois, une exposition de Gaulle-Eisenhower qui met en avant l'amitié franco-américaine et qui tourne, hein. Il y a quelques semaines, elle était à Blois et on voit bien les parcours de vie. Alors, dans les similarités, il y a ce rôle que sont deux hommes de famille, hein, très attachés à leur épouse, très attachés à leur enfant, et qui tous les deux ont ce drame d'avoir un drame familial. Eisenhower, lui, va perdre son fils aîné, hein, au début des années 1920, subitement, hein. L'enfant a 2-3 ans. Il dit d'ailleurs que c'est la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie, et que moralement, en fait, il s'en est jamais remis, hein. Donc, c'est quelque chose qu'il porte et qui va nourrir aussi sa religiosité dans les années qui vont suivre, et qui font qu'en fait vous avez un Eisenhower jeune, sympa, un peu insouciant. Et puis la rupture de sa vie, c'est vraiment ce moment-là, finalement, plus que les années de guerre que nous connaissons. Et alors justement, ensuite, sa jeunesse insouciante ne dure pas très longtemps Non. puisque il est. Mais il aime la guerre, donc la guerre, pour lui, c'est sa chance, il Ouais, le dit. voilà. Mais il passe à côté du premier conflit Oui. mondial. Oui, en fait, c'est un chef de guerre qui n'a jamais fait la guerre, au sens lui-même n'a jamais combattu, hein. Alors non pas qu'il ne l'ait pas voulu, hein, quand la guerre commence en 1917, il y voit l'opportunité d'aller se battre et de se distinguer. Et en fait, ses chefs estiment que sa place est plus importante à l'arrière, avec une double mission: être instructeur,
parce qu'on a détecté que c'était un chef, qu'il avait cette capacité à instruire et à entraîner les hommes. Il était coach également, non, Il était sportif. coach de l'équipe de foot. C'est un grand joueur de foot américain. Alors il a une blessure qui va tuer ses ambitions professionnelles, mais le foot c'est sa passion et il considère que en fait mener des hommes dans le cadre de l'armée, c'est quand même être le coach d'une équipe. Aimé Jacquet pour les plus anciens, vous voyez. Enfin, ce rôle, je vois que... Donc, vous voyez, cette idée qu'il faut savoir parler aux hommes, il faut les entraîner, il faut les entraîner au sens les amener derrière soi. Et donc, ces chefs estiment qu'il est mieux qu'il soit le coach de l'équipe, puisque l'équipe de foot dans les régiments américains est extrêmement important. Il y a des compétitions au sein de l'armée de terre, il y a des compétitions interarmes, notamment contre la marine. Et donc, gagner les compétitions et gagner le championnat, ça fait partie des enjeux extrêmement majeurs en interne. Et puis, troisième chose, c'est que très vite, il se prend de passion pour les chars. Il faut vous imaginer que les chars rentrent en action à la fin de la Première Guerre mondiale, que c'est une arme qui ne va pas de soi. La hiérarchie considère que voilà, voit pas trop l'intérêt. Lui fait partie de ces jeunes officiers qui en comprend l'intérêt et il va être chargé notamment de mettre sur pied l'école d'instruction qui va former les premiers tankistes américains. Donc en fait, il fait une guerre au pays et sa grande déception, en fait, il le dit là aussi, c'est que pendant que tous ses camarades de West Point s'illustrent par la gloire militaire sur le champ de bataille en France, lui, il est contraint de rester aux États-Unis. C'est un autre parallèle à faire avec Charles de Gaulle aussi. Ouais. Tout à fait. Puis on rajouterait Patton, qui est aussi même génération. Après la Première Guerre mondiale, il est expédié ou envoyé plutôt aux Philippines. Et aux Philippines, alors tu vas peut-être nous expliquer les rapports hiérarchiques, puisque là sur la photo on voit Dwight Eisenhower lui-même ainsi que Douglas MacArthur, que l'on voit ici. Donc quel est le motif de cette mission aux Philippines où il reste un bon nombre d'années, hein? Oui, alors en fait il y a des enjeux divers. Le premier, c'est que les Philippines, qui étaient une colonie américaine, pour faire simple, sont en train de s'émanciper, de devenir un Commonwealth, et donc, mais qui n'est pas en capacité d'assurer sa défense, alors que le Japon est en pleine expansion, et dont on est quasiment persuadé que s'il y a guerre, le Japon va avoir des visées sur les Philippines. Donc pour les Américains, il est important que ces Philippines qui restent dans l'orbite des États-Unis aient une armée qui puisse assurer sa défense. Et donc pour bâtir cette armée, le président Roosevelt va envoyer aux Philippines Douglas MacArthur. Alors non seulement parce qu'il est compétent, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre sortant, mais aussi parce qu'il craint que MacArthur ait des ambitions présidentielles et que c'est la meilleure manière de s'en débarrasser. Il faut vous imaginer qu'il n'y a pas de liaison aérienne directe entre Washington et les Philippines à l'époque. On va aux Philippines en bateau. Donc ça met plusieurs semaines et donc vous voyez, on le met à distance. Or, MacArthur, quand il était chef d'état-major, a eu Eisenhower comme second et a été très satisfait de son travail. Et donc quand il part aux Philippines, il dit « je pars aux Philippines, mais pas sans mon second ». Donc vous voyez, déjà à l'époque, il est identifié dans le haut commandement américain comme un officier de valeur. Et je vous rajouterai que dans les missions qu'il a avec MacArthur, en fait, il travaille au ministère de la Défense américaine en accès direct avec le ministre de la Défense. Donc il faut vous imaginer une proximité des lieux de pouvoir extrêmement forte. Et donc avec MacArthur, il va, pendant la période qui va de 1935 à 1939, donc vous voyez, alors que les problèmes en Asie deviennent de plus en plus aigus, bâtir ex nihilo une armée philippine. Donc avec des résultats plus ou moins évidents, puisque vous avez tous en tête qu'en décembre 1941, les Philippines subissent l'attaque des Japonais et sont envahies assez rapidement. Donc c'est quand même un échec. Mais malgré tout, il va démontrer des qualités, et notamment des qualités diplomatiques, puisque le président Philippa Manuel Quezon, malgré l'hostilité à l'Amérique coloniale, va le trouver très efficace et très sympathique. Il faut vous imaginer que
Eisenhower non seulement finit par avoir un bureau à côté du président philippin, hein, donc vous voyez, c'est comme si vous avez les deux bureaux côte à côte, mais surtout que le président l'envoie, enfin le week-end, ils partent à la pêche, ils jouent au poker. Donc en fait, c'est la première fois où il démontre qu'il est capable de parler d'égal à égal avec des responsables politiques, et surtout qu'il a un sens de la diplomatie extrêmement fort, qui, dans une situation difficile, lui permet d'être ferme, mais en même temps d'obtenir satisfaction pour les intérêts américains. Et le président philippin veut le garder. Ah oui, le président philippin lui fait un pont d'or, voilà, elle propose de le faire maréchal, d'augmenter sa paye, etc. Mais lui dit, moi je suis américain, le faire c'est trahir, alors que MacArthur, lui, qui est quand même un personnage plus complexe, va dire oui et va finalement céder aux sirènes philippines. Donc Dwight Eisenhower retourne aux États-Unis en 1939, 40, c'est ça, ouais. et donc pourquoi est-ce qu'il repart, enfin pourquoi il est rappelé aux États-Unis alors qu'il aurait pu rester sur le front qui allait s'ouvrir plus tard en Asie? Alors en fait en 39-40 il en a assez, hein, c'est très pénible de travailler avec MacArthur. C'est un chef qui s'énerve tout le temps, qui tire la couverture à lui. Quand il y a un problème, il vous accuse toujours d'être responsable. Enfin, c'est pas un personnage très facile. Et puis Eisenhower aussi constate que malgré tous les moyens déployés, il n'est pas sûr, et c'est même un euphémisme, que l'armée philippine soit en état de faire face. Et puis il se dit, si je reste trop longtemps, je vais être oublié. Et finalement, je vais morfondre aux Philippines et je ne serai pas aux États-Unis quand la guerre va commencer. Parce qu'il fait partie de ceux qui pensent dès 39-40 que les États-Unis ne vont pas pouvoir rester isolationnistes et qu'en fait, la guerre est inévitable. Et donc lui, il dit, moi je suis patriote, je n'envisage pas de ne pas être dans mon pays quand la guerre va commencer. Donc il va faire des pieds et des mains auprès de ses copains bien placés à l'état-major pour être rapatrié aux États-Unis et avoir une affectation aux États-Unis même. Voilà, et quand il rentre aux États-Unis, d'un point de vue hiérarchique, il est monté dans la hiérarchie. Oui, alors modestement, hein, enfin modestement. Tout est relatif puisque dans les derniers mois de paix, il est lieutenant-colonel. Hein. Alors vous me direz, je ne sais pas, après vos services militaires, quel grade vous avez fini, mais c'est bien, lieutenant-colonel, mais quand on est sorti de West Point et qu'on a des ambitions, on vise d'être général. Or, on est dans l'entre-deux-guerres, le pays est isolationniste, très antimilitariste, l'armée a peu de moyens, et donc en fait, il fait partie d'une génération qui a intériorisé le fait que, au mieux, ils atteindront ces grades de lieutenant-colonel et que c'est le mieux auquel ils puissent prétendre. Et donc vous voyez comment la guerre en fait va être un formidable accélérateur de carrière. Quand vous regardez sa promotion, c'est la promotion qui a donné le plus de généraux à l'armée américaine. Je crois qu'à peu près la moitié de la promotion de West Point a fini avec un grade de général. C'est exceptionnel parce que ils ont fait la première pour beaucoup, et puis surtout ils se sont retrouvés en responsabilité. Vous voyez par exemple, son copain de chambrée de West Point s'appelle Omar Bradley. Alors donc vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de cette promotion et de ces années-là qui ont été les décideurs finalement de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, lui, contrairement à ses camarades, n'a pas fait la Première Guerre mondiale. Donc, comment expliquer qu'on lui donne assez rapidement, enfin à partir de 1941, des responsabilités importantes et ensuite son départ vers l'Europe? Alors en fait, quand la guerre se déclenche, on le charge de faire des plans de planification. Parce qu'en fait, c'est sa compétence. Hein. Dans l'entre-deux-guerres, notamment, il a fait l'école de guerre, il en est sorti premier. Et donc, en fait, il est réputé être un très bon organisateur, un très bon planificateur. Et donc, le chef d'état-major va le charger d'organiser et de planifier la guerre, c'est-à-dire faire des grands plans. Et parmi les grands plans qu'on lui demande, alors on lui demande de sauver les Philippines. Bon, voilà, c'est pas possible. Et puis surtout, à partir du début de l'année 42, excusez-moi, on lui demande d'organiser la planification de la libération de l'Europe occidentale. Donc il n'est pas tout seul, hein, ils sont plusieurs. Ils vont proposer plusieurs plans. Ils travaillent sous le commandement de Marshall, hein, le chef d'état-major.
Ce plan va être validé par le président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Et donc, c'est parce qu'il a ces fonctions qu'il va être envoyé en Europe pour organiser les débarquements. Et puis, au fur et à mesure des mois, son nom va s'imposer, non pas uniquement comme celui qui le planifie, mais comme celui qui va le mettre en œuvre, parce que c'est lui qui connaît le mieux le plan. Alors imaginez que ça ne s'est pas fait comme ça, parce que tous ceux qui étaient dans les mêmes promotions que lui, tous ceux qui disent oui mais il n'a jamais combattu, comment quelqu'un qui n'a pas combattu peut diriger, les alliés de la coalition, c'est-à-dire les Britanniques qui disent mais non mais c'est pas possible, nous portons l'effort de guerre depuis le début, c'est quand même pas un Américain qui va commander. Donc en fait c'est pas aller de soi, mais au final on s'est accordé chez les responsables politiques, c'est-à-dire en fait Churchill et Roosevelt, pour dire qu'il était l'homme de la situation pour lancer et coordonner les débarquements. Et ces rapports, parce que là sur la photo on le voit Montgomery. Donc avec Montgomery, on voit qu'il est en arrière-plan. Ouais. Quels étaient les rapports qu'entretenaient les deux hommes? Détestables. Et réciproquement détestables. Alors, il y a en plus des histoires de grades, parce qu'à un moment, Montgomery est plus gradé, donc il ne supporte pas qu'un moins gradé lui passe devant. Une très grande condescendance des Britanniques à l'égard des Américains, et en même temps des Américains qui, plus la guerre avance, moins comprennent qu'ils portent l'effort majoritairement, et que les Britanniques aient des prétentions. Plus je rajouterais, c'est un peu technique, c'est que les Britanniques sont focalisés sur la Méditerranée, c'est leur zone d'influence, quand les Américains veulent faire de la libération de l'Europe occidentale leur priorité. Donc c'est une sorte de guéguerre permanente entre les deux hommes, qui va durer d'ailleurs même au-delà de la guerre. Ce ne sera pas les meilleurs amis du monde. Et ce choix stratégique justement de la Méditerranée, donc il est obligé d'accepter cette décision qui est prise par Churchill. Oui. Et est-ce qu'il manifeste son opposition? Enfin, comment ça se traduit? Alors, lui-même est furieux. Alors, ce qui est bien avec Eisenhower, c'est qu'à partir du fin des années 20, début des années 30, il tient un journal intime. Donc, alors quand il a le temps, évidemment, vous vous doutez qu'il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué. Et dans ce journal intime, pour employer un vocabulaire un peu familier, il se lâche. C'est-à-dire qu'il écrit dans son journal ce qu'il ne dit pas en public. Je vous ai dit, c'est un diplomate. Donc en public, il est toujours extrêmement prudent sur ses prises de parole. Et donc, il a une tendance à un peu, très souvent, arrondir les angles. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que cette décision est une très mauvaise décision parce qu'elle capte des forces alliées en Méditerranée, alors qu'il faudrait mettre l'effort sur le passage par la Manche, notamment, et qu'en fait, ça repousse d'autant la libération de l'Europe occidentale. Et vous voyez que c'est intéressant parce que ça dit de son caractère. C'est un légitimiste. En fait, les chefs décident, il obéit. Il n'est pas du genre à aller à l'encontre des ordres. Ce n'est pas un caractère tel le général de Gaulle. Et ça dit aussi qu'aux États-Unis, les militaires sont sous le contrôle des civils. C'est-à-dire que les militaires ont des idées, les développent, mais au final, ils obéissent à des décisions militaires prises par les politiques. Et on voit bien que c'est Franklin Roosevelt qui est l'homme qui est vraiment le maître d'œuvre de la stratégie américaine. Tu l'as rappelé justement, dans un premier temps, il soutient Churchill et la stratégie méditerranéenne parce que les Anglais sont en très grande difficulté. On a tous vu le film Un taxi pour Tobruk. Il faut imaginer le traumatisme qu'est Tobruk pour les Anglais. Et puis parce qu'au début, les Américains ont encore peu de moyens déployés. Et puis à partir du moment où les Américains sont les plus nombreux, ont le plus d'armes, ont le plus d'hommes, Roosevelt impose sa stratégie, qui est une stratégie où finalement la Méditerranée est secondaire. Mais ça n'intervient qu'en 1943. On a perdu. Ça, c'est la vengeance de Montgomery. Souci technique. Ouais. Oui. Donc en fait,
on voit bien comment c'est une construction, cette stratégie militaire, entre des militaires qui sont là dans le conseil, qui proposent des plans différents, et un président, très seul d'ailleurs, qui décide des choix qui vont être opérés, puisqu'en fait, ils ne rendent pas compte au Congrès, ils s'appuient sur des conseillers qui n'ont pas de fonction officielle. Donc c'est vraiment une direction très personnelle de la Seconde Guerre mondiale qui est à l'œuvre durant ces années 41-45. Bon, on progresse, mais Oui, oui, on voit de point de bien vue donc, technique, mais le rôle central de... ouais. Et l'histoire lui a donné raison, je suppose, pour ce qui est Alors, de la stratégie ou pas? c'est très difficile à dire parce que, en fait, ce que disent les spécialistes de stratégie militaire, c'est que les Américains et les Alliés n'avaient pas les moyens vraiment de faire un débarquement en 1943 et que s'ils l'avaient fait, très certainement, ça ne se serait pas passé de la même manière qu'en 1944. Alors, vous savez, les historiens ne prédisent jamais le passé, c'est l'avantage du métier. Mais bon, ils font avec ce qu'ils ont finalement. Et ce qui est important, c'est que les uns et les autres finissent par s'adapter avec une certaine forme de pragmatisme. Les Britanniques les premiers, qui finissent par concéder que c'est les Américains qui ont les cartes en main et qu'en fait, il va falloir travailler entre Britanniques et Américains, puis ensuite avec la France libre, et que voilà, il va falloir chacun mettre un peu du sien. Mais il faut vous imaginer que les réunions pouvaient être Tendu. viriles, j'allais dire. Et Et entre que ça se disputait. C'est-à-dire qu'en public, on ne le montrait pas nécessairement, mais les décisions n'allaient pas de soi entre ces forts caractères. et les rapports avec George Marshall, c'était comment? Alors là, au contraire, c'est des relations de confiance. Marshall, je trouve, a une très belle formule. C'est pas un verbatim. C'est de dire qu'on reconnaît un chef à sa capacité à s'entourer de subordonnés de qualité. Et le chef, une fois qu'il a choisi ses subordonnés de qualité, il doit savoir déléguer. Parce que s'il a bien choisi les hommes, il n'y a pas de problème à déléguer. Et on ne fait pas du contrôle du détail. Donc en fait, Marshall va s'appuyer de manière très confiante sur son subordonné, d'autant plus que Marshall est à Washington, son subordonné est sur le terrain. Et à l'inverse, Eisenhower a un très grand respect pour Marshall. Il trouve que c'est un très bon chef. Il apprécie que ce soit un chef urbain. Vous voyez, c'est pas MacArthur. Et donc il y a une forme aussi d'admiration pour l'homme qu'est Marshall. Donc c'est un duo qui fonctionne particulièrement bien et qui continuera de fonctionner après la guerre, dans les fonctions respectives que tous les deux auront. Et aucun n'est vexé de la gloire de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Marshall n'est pas vexé que Eisenhower fasse la une du Time parce qu'il réussit des débarquements, et Eisenhower ne se vexe pas que Marshall soit son supérieur hiérarchique. Donc c'est un arrangement qui est bon pour tous les deux. Ouais. Donc parlant de débarquement, j'ai pas de photo particulière, mais en Non. tout cas, ça va être le moment de sa consécration. Ouais. Et à la fin donc de la guerre, il triomphe Oui. très clairement, comme on le voit ici à l'écran sur la couverture de Time Magazine. Et tu peux nous dire un ou deux mots sur l'organisation de cette opération de débarquement et le rôle qu'il a joué? Alors en fait, c'est une opération qui est planifiée sur plusieurs mois, à partir de 1943. Les Alliés, c'est-à-dire essentiellement Roosevelt et Churchill, s'accordent sur son nom. Il faut vous imaginer qu'en fait, Eisenhower a des relations d'extrême proximité avec Churchill, puisqu'il a un QG en Angleterre. Il voit Churchill au moins une fois par semaine. Il est invité très régulièrement au cabinet de guerre des Britanniques. Et généralement, le week-end, Churchill l'embarque dans la résidence de campagne des premiers ministres britanniques. Donc, on est dans une relation d'échange où, évidemment, Churchill essaye de séduire et convaincre. C'est aussi le but de tout ça. Et il va, en fait, coordonner une gigantesque opération qui va associer ses forces américaines, ses forces britanniques, plus les gouvernements en exil. Alors de manière plus ou moins associée, puisqu'on sait que la France libre du général de Gaulle
découvrira au dernier moment l'intégralité des plans, hein. C'est vraiment une des questions compliquées de la relation franco-américaine à ce moment-là, avec ce rôle de coordinateur, hein, et de celui qui tranche en dernier ressort quand il y a désagrément entre les alliés, mais entre aussi l'armée de terre, les forces de l'aviation, la marine. Il est dans ce statut de chef de guerre qui, en dernier ressort, assume la victoire, mais aussi l'échec. On connaît les rapports Ouais. parfois conflictuels entre Charles de Gaulle et Winston Churchill. On connaît peut-être un petit peu moins les rapports entre ces deux hommes, Charles de Ouais. Gaulle et Eisenhower, qui là défilent ensemble et c'est à la fin de la guerre, tout semble aller bien, mais ça a été compliqué cette relation. Ah oui, alors ça tient pas tellement à leur personnalité, hein, parce que vous avez vu qu'ils ont des points de similarité, ils parlent le même langage, ils ont des sujets d'intérêt commun, ils ont une philosophie de la vie qui est assez similaire, mais chacun défend les intérêts de son pays. Et en fait, la relation commence très mal en novembre 1942, quand Eisenhower débarque avec les troupes alliées en Afrique du Nord, et qu'en fait, il va jouer la carte du général Giraud, et non pas la carte du général de Gaulle pour diriger cette Afrique du Nord libérée. Et tout le combat du général de Gaulle, c'est d'essayer de convaincre Eisenhower que c'est lui qui incarne l'avenir et la légitimité de la France, et pas le général Giraud. Alors ça va être un combat long, hein, qui va durer à peu près jusqu'en juin 1943. Il faut vous imaginer qu'Eisenhower n'autorise le général de Gaulle à se rendre en Algérie qu'à la fin du printemps 1943. Et leur première rencontre est particulièrement rugueuse, hein, puisque l'un dit je suis le dirigeant légitime de la France, vous n'êtes là que par mon bon plaisir. Et qu'en fait, Eisenhower dit ben non, mais je commande les troupes alliées. Donc les relations sont difficiles. Pour une raison simple, c'est que, vous le savez certainement, le président Roosevelt est très hostile au général de Gaulle, l'estime illégitime, et donc dit à ses subordonnés qu'il ne faut lui donner aucun pouvoir. Alors, pour aller vite, hein, en fait, ce qui se passe, c'est que plus les mois avancent, plus Eisenhower, vous l'avez compris, c'est un pragmatique, hein, comprend que la solution, c'est évidemment de Gaulle et pas Giraud, et donc va essayer de trouver une sorte de modus vivendi qui permet à personne de perdre la face et de pouvoir s'appuyer sur les ressources de la France libre quand il va falloir libérer la France à partir de juin 1944, à tel point d'ailleurs que les deux hommes finissent par se comprendre. Et cette image en juin 1945 correspond au moment d'ailleurs où le général de Gaulle fait d'Eisenhower, je ne retrouve plus la formule exacte, il le fait entrer dans l'ordre de la libération, hein, Eisenhower étant un des très rares étrangers à en être. Et il a cette formule en disant le général Eisenhower a bien servi la France. Donc, vous voyez, la formule gaullienne dit quelque chose d'extrêmement puissant. Et les deux hommes, finalement, vont continuer d'avoir des relations de responsables politiques et militaires, mais aussi des relations très proches, hein, jusqu'en 1969. Donc en fait, c'est une histoire à la fois de relations d'homme à homme et qui est évidemment contrariée par les intérêts géostratégiques qui sont divergents à de nombreuses reprises. Et dans les divergences, peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots sur la période, donc juin Oui. 44, juin 45, et l'effort pour Eisenhower pour installer ce que l'on a appelé donc l'AMGOT, le gouvernement. Alors, ouais. Alors, l'AMGOT, vous savez, c'est le gouvernement militaire allié pour les territoires libérés, j'allais dire. Alors, ça s'applique à l'Italie. En fait, pour la France, ça ne s'applique pas. Mais, nonobstant, c'est très compliqué, quand vous êtes sur le terrain, dans l'urgence de la guerre, de gérer à qui appartient le pouvoir. Donc, pour faire simple, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué, hein, et qui a au cas par cas des nuances, l'idée, c'est que le pouvoir civil va être donné à la France libre, et puis ensuite, il va y avoir des élections, mais que le pouvoir militaire en zone de guerre appartient à Eisenhower et à ses subordonnés. Et en fait, au-delà de cette question, il va y avoir deux enjeux qui vont compliquer les relations. C'est la libération de Paris et la libération de Strasbourg.
les Français estimant la libération de Paris comme prioritaire, les Américains estimant que ça retarde les opérations militaires. Donc il va y avoir des échanges là aussi rugueux entre les deux hommes, Eisenhower finissant par se plier à la demande des Français, parce que notamment il comprend que s'il laisse les Allemands sur ses arrières, c'est potentiellement dangereux. Et puis on joue un bis repetita au moment de la libération de Strasbourg à l'hiver 1944. Donc c'est fait de longs mois d'échanges extrêmement bien documentés d'ailleurs. Donc il sort de l'épisode de la guerre avec une grande réputation. Ouais. Et c'est ensuite qu'il va commencer à entrer en politique. Oui, on a reperdu le... Ah oui, alors il y a vraiment un problème de câble. Je ne le sais pointeur pas. que ça... Ah, et le pointeur. Alors, attends, je vais. Peut-être que le pointeur parasite. Ce serait un pointeur parasite. Oui, hors contexte. Ouais, là, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus rien. Peut-être qu'Hilary peut nous sauver de cette, Ouais, ce problème technique. Problème technique, ouais. Peut-être en enlevant en le remettant. Le câble. Bon, il sort donc de la Seconde Guerre mondiale triomphant. Ouais. Et ensuite, il va prendre de nouvelles responsabilités. Et Oui. tu peux peut-être nous dire, on va avoir l'image dans un instant, je l'espère, Oui. nous dire les responsabilités. Il y avait une petite photo là qui était proposée. Alors tout d'abord, il est promu chef d'état-major de l'armée de terre. Donc c'est-à-dire qu'il atteint le plus haut grade possible pour un officier de l'armée de terre. C'est le summum, c'est l'honoris causum des Romains. Il va ensuite, une fois qu'il a fini ses fonctions, alors c'est pas une fonction qu'il apprécie beaucoup parce qu'elle est très administrative. Un chef d'état-major passe beaucoup de temps en réunion à signer les papiers. Et puis surtout, il est dans une période en 1945 où l'armée est en train d'être fortement réduite. C'est une armée de conscrits, on renvoie les conscrits à la maison. Et être chef d'état-major d'une armée aussi famélique, c'est pas un job très agréable. Donc il s'interroge sur l'après, il pense à la retraite. Et puis il reçoit une proposition de l'université de Columbia à New York qui cherche un nouveau président. Donc ça c'est une phase de sa vie qu'on connaît assez mal. Donc il va accepter un petit peu par défi, aussi parce qu'il connaît très mal l'université. Et il va découvrir, pour nos collègues universitaires qui sont dans la salle, elles le savent bien, que la vie universitaire ne ressemble pas à l'armée, que la liberté académique est importante et qu'on a beaucoup de réunions à l'issue desquelles on ne décide pas beaucoup de choses souvent. Et donc il a très vite une très très grande frustration. Columbia est aussi un bastion de la gauche dans ces années-là. Et donc très vite il se rend compte qu'il a peu de moyens d'action, qu'il s'ennuie, que c'est pas fait pour lui. Donc il va essayer de convaincre le président des États-Unis, qui est Truman à l'époque, qu'il peut servir à autre chose. Et en fait, assez vite, on va lui proposer de prendre le commandement intégré de l'OTAN. Donc il va être le premier commandant des forces armées de l'OTAN. Il va être déployé à Paris, où le QG est installé à l'époque. Et il va organiser ses premières forces au tout début de la guerre froide. On va faire sens. Et là, on le reconnaît plus parce que c'est les photos qu'on coule. Ah ben voilà. Voilà. Et je pense que peut-être sans le pointeur, voilà, on ne touche plus à rien. Donc, c'est un emploi assez compliqué, puisque l'OTAN a très peu de moyens. Une partie de l'opinion américaine est contre, notamment au sein des républicains. Les Européens sont divisés déjà à l'époque. Les Français sont notamment opposés au réarmement des Allemands. Donc tout ça fait que ce sont des mois qui sont pour lui importants parce qu'il considère que l'OTAN, c'est ça qui va permettre finalement de sauver la paix. Et en même temps, il est lucide sur le fait qu'il n'aurait pas les moyens opposés à une armée soviétique qui attaquerait. Donc c'est des mois ambigus pour lui. Et en fait, assez vite, il va être sollicité par les républicains modérés
qui sont minoritaires déjà dans le parti et qui sont inquiets du fait que le leader du parti, qui s'appelle Taft, soit en mesure de gagner la présidentielle, parce que Taft, c'est un isolationniste convaincu qui est hostile à l'OTAN. Et ça veut dire qu'en élisant Taft, ça serait la fin de l'OTAN, ça serait la fin de l'internationalisme, et ça, ils n'en veulent pas. Et donc, il va y avoir tout un lobbying des modérés républicains pour le convaincre qu'il est l'homme de la situation. Alors lui, il a envie d'y aller, son orgueil, évidemment, est flatté, mais en même temps, c'est un homme qui n'aime pas l'échec. Donc, il veut être sûr d'être élu avant d'y aller. Vous voyez la logique, hein. C'est pas le genre à y aller pour être battu. Et donc, en fait, il attend de voir les signaux positifs pour se déclarer. Et en fait, il va le faire assez tardivement. On est en juin 1952. Et il zappe les primaires, hein, d'une certaine manière. Et il va devoir convaincre au sein de son parti qu'il est l'homme de la situation. Alors, avec le recul, on a un petit peu oublié. Mais ça a été un combat difficile, hein, qui n'était pas gagné d'avance. Et en fait, ce qui va le sauver, c'est le ralliement des Californiens, et notamment de Richard Nixon, qui vont apporter leur soutien et qui va lui permettre de remporter la convention, hein, de 1952. Et en échange, il va choisir comme candidat à la vice-présidence le jeune Richard Nixon. On reviendra tout à l'heure sur la photo. N'ayons pas trop de succès pour l'instant là avec mise hors tension. Ouais. Donc, ça va redémarrer. On interrompt le PowerPoint, c'est peut-être mieux, on va finir sans. Ouais. Ouais. Donc, le voilà parti, j'avais juste un clip vidéo à vous montrer. On est au tout début de la télévision. Ouais. Et donc, il y a une petite campagne de publicité qui est promue évidemment par le Parti républicain. Et ça s'appelle I Like Ike. Et il faut que vous la regardiez parce que c'est un petit dessin animé assez amusant et qui nous renvoie donc à une époque évidemment presque antédiluvienne en ce qui concerne la publicité politique, hein, par rapport à aujourd'hui. Mais c'est la première fois que ça existe. Hein. Voilà, en fait, c'est la première campagne où on fait de la publicité télévisuelle. Et le Parti républicain fait un double coup de maître puisqu'il recrute Disney et ses équipes. Et l'un des meilleurs compositeurs de l'époque pour faire cette petite rengaine. Une fois que vous allez l'entendre, elle ne sortira plus jamais de votre tête. Hein. Donc et ce qui fait que même mes étudiants aujourd'hui, ils en ont entendu parler. Et donc on voit bien comment, en fait, c'est le moment où la vie politique américaine, puis la Maison-Blanche, va rentrer dans l'ère de la télévision, avec notamment l'installation au sein de la Maison-Blanche d'un studio de télévision qui permet de faire les interventions à la nation, mais aussi de répéter, hein, puisqu'il faut s'approprier l'outil. Donc, le président travaille sa gestuelle, son verbe, son allure pour passer bien à la télé. Et donc, vous voyez, c'est de ce moment-là qu'on comprend que, comme Roosevelt tout à l'heure au temps de la radio, il y a un nouveau média incontournable et qu'il faut faire avec, même si on ne l'aime pas trop, mais on s'y adapte. Alors évidemment, cette partie de la présidence, là, bon, le temps qui nous est imparti est évidemment limité, mais dans la biographie d'Hélène, ça prend quand même un certain nombre de pages, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas pouvoir s'étendre trop longtemps, mais j'avais retenu dans les photographies là, que je voulais pour illustrer donc, ce moment de la présidence, peut-être... disons, deux moments très très forts et qui sont consécutifs. Le premier, donc, c'est Little Rock, la crise de Little Rock, septembre 1957, sa réaction, comment il appréhende cet épisode. Et puis, un mois plus tard, on a l'épisode du Spoutnik, donc, c'est-à-dire les relations entretenues entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, si tu peux nous dire... quelque chose là sur les deux épisodes. Oui, alors en fait, c'était quand on relit la biographie d'Ambrose, hein, dont on parlait tout à l'heure, on en parle peu de ce mouvement, de ce moment Little Rock et de cette question des droits civiques, parce qu'on est resté très longtemps sur l'idée que cette Amérique des années 50 était une Amérique immobile
et que son président était immobile. C'est-à-dire qu'il ne... C'est un vieux président qui était tout content d'être là et qui ne faisait pas grand-chose. En fait, ces dernières années, on a eu un renouveau historiographique et on s'est rendu compte qu'en fait, il s'était investi sur la question des droits civiques. Alors il a mûri, hein, il a mis du temps à percevoir que c'était une question. Les Américains eux-mêmes, quand vous regardez les sondages, il faut attendre le tout début des années 1950 pour que la question des droits civiques devienne une priorité. Vous voyez, même en 1952, quand on demande aux Américains au moment de la présidentielle quelles sont les questions importantes pour vous, ils ne répondent pas les droits civiques. Et en 1953-1954, la question est en train de monter et devient sans doute la question la plus importante. Or, vous le savez, en 1954, il y a un arrêt de la Cour suprême qui va interdire la ségrégation à l'école. Alors, c'est un arrêt fondamental, hein, puisqu'il annule en fait 60 ans de ségrégation. C'est un arrêt qui a été pris en partie grâce à la nomination à la Cour suprême du juge Warren qu'a faite Eisenhower. Alors, on a longtemps dit que c'était une erreur de sa part, mais il a fait en conscience. Il connaissait très bien Warren, il connaissait très bien ses idées. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 54 et 57, le Sud fait tout pour ne pas appliquer. Alors, ils disent, on n'a pas de prof, faut refaire la carte scolaire, ça va être compliqué, on n'a pas assez de bus pour transporter les enfants. Et à la rentrée 57, le gouverneur de l'Arkansas, en fait, fait tout pour empêcher cette déségrégation. Donc, il y a toute une série d'épisodes extrêmement violents. On empêche physiquement les jeunes noirs d'entrer à l'école. La tension monte tellement que il y a des décisions de justice que le gouverneur ne respecte pas. Et donc, le président va prendre cette décision de déployer les forces armées américaines fédérales pour permettre l'entrée des jeunes noirs à l'école. Alors, c'est d'autant plus symbolique que le régiment qu'il choisit de déployer, c'est un régiment qui a débarqué en Normandie. Vous voyez, tout le monde comprend le message. On est là pour faire appliquer la liberté. Et Eisenhower a cette formule, il dit si chaque fois qu'une décision de justice vous déplaît, vous ne l'appliquez pas, c'est la fin de la démocratie. Et puis il y avait un risque quasiment de sécession également, parce qu'avec les sudistes en 1956 qui produisent leur manifeste du sudiste, en utilisant des arguments sécessionnistes, on est très très proche. Il fallait que le chef réagisse. Là. Voilà, vous imaginez qu'en fait le Sud à l'époque est un Sud majoritairement démocrate, d'un parti démocrate qui à l'époque est au moins à 50% ségrégationniste, hein, ce qui n'est plus le cas d'aujourd'hui, et que les partis peuvent changer, évoluer. Et donc ces élus du Sud démocrate disent clairement qu'ils ne se reconnaissent pas dans les mesures en faveur de la déségrégation. Et donc on est dans un moment d'extrême tension politique en 56-57. Et donc ce déploiement de force, quand vous êtes partisan de la déségrégation, vous applaudissez. Quand vous êtes sudiste, vous le vivez comme un remake de la guerre de sécession. Et donc, évidemment, Eisenhower va perdre énormément de soutien dans le Sud à ce moment-là, en raison de ses choix. Voilà, donc cette décision est prise en septembre. L'ordre va revenir à peu près à Little Rock. Et quelques semaines plus tard, il y a un événement qui va occulter la crise de Little Rock. Donc c'est la mise sur orbite du satellite Sputnik. Et donc ça nous permet d'évoquer la relation évidemment difficile avec l'Union soviétique. Et oui, au début, tout commençait bien. C'est-à-dire qu'en début 1953... Alors, Eisenhower connaît bien les Russes. Il a travaillé avec eux pendant la guerre. Il a des amitiés avec Zhdanov, qui est un haut dignitaire soviétique. Et il a pensé, avec une certaine naïveté, il faut le reconnaître, qu'on allait rentrer, on est juste après la mort de Staline, dans une nouvelle dynamique qui allait permettre un rapprochement, arriver à la paix, etc. Donc il y a plusieurs sommets qui ont lieu. Les résultats sont quand même assez inégaux. Et puis ce coup de tonnerre, en fait, de cette année 57, où on apprend que la course à l'espace
est perdu par les Américains. Et que, en plus, évidemment, le fait que les Soviétiques puissent lancer un satellite artificiel, ça met en danger la sécurité américaine. Donc, vous imaginez que la presse est particulièrement négative vis-à-vis de sa politique, que les démocrates, évidemment, en font feu de tout bois. Et ça va être un formidable outil électoral en 1960 pour Kennedy de dire qu'en fait, les États-Unis, à cause de la politique Eisenhower, sont en train d'être dépassés et qu'il faut du changement si l'on veut retrouver sa place de leader. Il faut vous imaginer que c'est un Eisenhower affaibli, 57, il a 58, il a toute une série de problèmes de santé. Alors vous savez qu'un deuxième mandat c'est toujours compliqué, mais là ça l'est encore plus. Il a une attaque, donc il a du mal à s'en remettre. Et donc ce n'est pas le Eisenhower dynamique et entreprenant du premier mandat, mais c'est vraiment un leader fatigué qui est confronté à toute une série de difficultés. Et il y aura un deuxième coup de tonnerre aussi en mai 1960 avec l'avion U-2, l'U-2 qui est abattu. Oui. Alors donc il persévère, puisqu'il est quand même persuadé que un président des États-Unis doit obtenir la paix avec les Soviétiques. Donc il va multiplier les initiatives. Donc il invite Khrouchtchev aux États-Unis. Il dit d'accord à un sommet international que va porter la France autour du général de Gaulle. Mais le sommet vole en éclats, puisque les Soviétiques révèlent qu'ils ont abattu un avion espion américain, un U-2, et qu'ils ont fait prisonnier son pilote. Donc en fait, ils révèlent au monde que les États-Unis ne sont pas dans le rôle positif de la démocratie, mais qu'en fait, ils espionnent un pays, et qu'en plus, ils sont mauvais dans la mise en œuvre de leur politique. Donc il faut imaginer le camouflet monumental que ça représente, d'autant plus que les leaders soviétiques exigent des excuses publiques d'Eisenhower. Imaginez la situation adaptée à Donald Trump, à qui on demande des excuses publiques. Alors, Trump ne les ferait pas, mais il faut imaginer ce que ça représente. Et donc le sommet s'arrête, Eisenhower rentre aux États-Unis, et ça veut dire qu'il finit son mandat sur un échec flagrant, d'autant plus pour lui qui avait été élu sur l'idée que c'était un expert de la politique étrangère et un expert de la guerre. Donc c'est une manière de finir compliquée, d'autant plus que est élu Kennedy. Donc c'est vraiment ça marque la fin d'un mandat plutôt sous le signe des échecs que des réussites. Alors, malgré tout, il donnera un dernier discours. C'est sur ce discours que j'aimerais que l'on termine notre entretien. Donc, en janvier 1961, il donne son farewell address, c'est-à-dire son discours de départ. Et c'est lui qui, semble-t-il, va forger donc, ce concept du complexe militaro-industriel. Il invite les Américains à la prudence vis-à-vis de cela. Alors aujourd'hui, avec un budget militaire qui atteint plus de 900 milliards de dollars, où en est-on du message donc, et quelle était la nature de ce message de Dwight Eisenhower? En fait, tu l'as dit très justement, et moi je n'arrive pas à le dire. C'est une tradition des présidents américains en sortant de mandat de faire un discours où on fait le bilan de son action et on fait une sorte de testament politique. Alors, le modèle par excellence, évidemment, c'est George Washington, donc tout le monde va se mettre dans les pas de George Washington. C'est un discours qu'Eisenhower a beaucoup travaillé, il a réécrit, il s'est appuyé sur son frère qui est un éminent président d'université, et donc il a pesé tous ces mots. Et en fait, ce qu'on a retenu de ce discours, mais c'est pas forcément ce que les contemporains ont retenu, c'est l'idée qu'il y aurait un complexe militaro-industriel aux États-Unis, des intérêts très puissants du monde de la défense, et que ce monde de la défense, si les politiques ne l'encadrent pas, pourrait entraîner le pays vers toujours plus de dépenses, voire des engagements militaires. Alors, ça prend du sens avec la guerre du Vietnam, évidemment, parce qu'au moment où il prononce ce discours, tout le monde dit « mais on ne comprend pas de quoi il nous parle ». Je crois qu'il faut rappeler que dans l'entre-deux-guerres, il a été aux Philippines, mais avant d'être aux Philippines, il était à l'état-major.
Et il était au moment où l'état-major américain a commencé à travailler avec l'armée, à penser des contrats, à passer des contrats, à planifier la guerre. En fait, il se disait, voilà, on est en paix, mais si la guerre intervient, ben, on va avoir besoin d'avions, on va avoir besoin de chars. Donc comment on organise les commandes? Comment on se met à avoir des relations avec des hommes d'affaires? Voilà, il faut se connaître parce que si la guerre se déclenche, on ne va pas tout faire à la dernière minute. Et donc il connaît très bien ce milieu qu'il va fréquenter dans les années 50, dans les années 60, en tant que notamment président. Et donc il est sensible à cette idée qu'en dernier ressort, ça doit être les politiques, élus évidemment, qui doivent avoir le dernier mot. Et il ne faut pas que les enjeux du budget de la défense prennent le pas sur tout le reste. Mais parlons des politiques, on dit qu'à l'origine, en fait, c'est son complexe militaro-industriel, oui. Il voulait y ajouter un mot, congressional, oui. Pour indiquer que le législatif était partie prenante, puisque c'est eux qui votent le budget. Oui. Et ses conseillers lui ont dit... Non, séparation des pouvoirs, prudence. Parce qu'en fait, dans les années 30, quand il a cette expérience, le chef d'état-major lui confie notamment la rédaction des discours, mais aussi d'aller voir les responsables du Congrès pour faire du lobbying en faveur des budgets. Parce que vous savez qu'un budget, ça se construit par des longues négociations. Donc en fait, il connaît très bien la fabrique d'un budget de la défense, des deux côtés d'ailleurs, en tant que, j'allais dire, officier subalterne, puis en tant que président. Et donc, il fait partie de ceux qui sont aussi fortement persuadés qu'un président doit travailler avec le Congrès. Alors en fait, il a un rituel, il a un agenda très organisé, il a le jour du Conseil des ministres, il a le jour des interventions et des points presse, et il a des créneaux dans la semaine pour rencontrer les leaders du Congrès, mais aussi des systèmes de rotation pour rencontrer ceux qui ne sont pas les leaders du Congrès. Oui, parce qu'il ne peut pas rencontrer les 530 tout le temps en même temps. Donc ça tourne, et donc il intériorise et il va institutionnaliser des outils de liaison entre la Maison-Blanche et le Congrès. Et donc pour lui, pour que la démocratie fonctionne, il faut que le président travaille avec le Congrès, et il faut que les deux contrôlent les ambitions des industries de la défense et des bellicistes, puisque vous l'aurez compris, c'est un homme qui est un militaire, qui a fait la guerre, mais qui n'est pas un belliciste. Puisqu'il met un terme à la guerre de Corée, il réduit les budgets militaires quand il est président. Donc il dit, moi j'ai vu la guerre, j'ai vu ce que la guerre produit, donc je suis pour faire en sorte qu'on se donne les conditions d'éviter de faire la guerre, qui doit être vraiment le dernier recours si on est acculé, mais pas question de s'engager dans des aventures militaires dont on ne sait pas où on va aller. Alors, mon ultime question, au vu de ce que tu dis, est-ce que Donald Trump serait l'héritier de Dwight Eisenhower? Je crois que la réponse, tout le monde l'a, non. Mais ceci dit, il a beaucoup d'admiration pour Eisenhower. Donc ça fait partie de son panthéon des responsables. Ce qu'il aime en lui, c'est le chef. Mais non, franchement... Je veux dire homme de paix. Alors, homme de paix, ça, l'image du chef et de l'homme fort, oui. La deuxième dimension dans laquelle se met Trump, c'est de dire... les démocrates font la guerre, les républicains font la paix. Et donc, dans le discours, si l'on peut dire, il est dans cette tradition très claire, mais qu'on a retrouvée après la guerre du Vietnam aussi, quand Nixon disait « les démocrates ont fait la guerre, nous, républicains, nous y mettons un terme ». Donc, vous voyez, finalement, c'est un discours politique qui peut avoir un écho auprès d'un certain nombre d'Américains. Seul l'avenir nous dira de quoi ils retournent. Mais ce qui est clair, c'est que, très franchement, ils n'auraient jamais voté Trump. Il faut se rappeler qu'en 1964, quand il y a une sorte de Trump qui s'appelle Goldwater, qui est candidat, pour lui, c'est une sorte de traumatisme, et il soutient vraiment du bout des doigts parce qu'il est républicain. Mais... c'est à l'antithèse de ce qu'il est, de ce qu'il pense. Et George W. Bush était républicain, si je ne fais pas d'erreur. Ouais. Merci Hélène pour donc cet entretien. On va se garder quelques minutes. On a eu quelques petits soucis techniques comme
vous le savez, mais donc on a débordé un petit peu de notre heure impartie, mais il nous reste quand même quelques minutes pour prendre des questions. Et je vous demanderai juste, je vais passer avec le micro, de parler dans le micro, puisqu'on essaye d'enregistrer la conférence pour qu'elle soit ensuite placée, ou Virginia va le faire, placée donc sur la chaîne YouTube. Pas une. Merci pour cette présentation. En fait, j'ai une question sur l'opération Ajax en Iran, Oui. qui est menée par Eisenhower. Oui. Est-ce que cette opération a donné une image négative aux États-Unis, une image négative à Eisenhower aux États-Unis, parce que cette opération, il a dévié la démocratie en Iran. Ah oui. Oui, parce que il a implanté... Alors, je vais peut-être expliquer de quoi il s'agit pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc, en fait, en 1953, les États-Unis renversent le régime de Mossadegh en Iran, et ils le font en utilisant la CIA. Alors, jusque-là, la CIA n'a pas ces missions, et en fait, c'est Eisenhower qui lui attribue cette mission. Il le fait dans la plus grande clandestinité parce qu'il a bien conscience qu'il est dans l'illégalité et que c'est pas très moral. Et en fait, il estime, dans une sorte de réal politique, nixonienne ou Kissinger, dont on parlait tout à l'heure, que l'enjeu mérite de le faire. Mais il couvre ses arrières pour ne pas laisser de traces, si l'on peut dire. Et c'est en fait, il va ensuite reprocéder de la même manière au Guatemala. Le régime guatémaltèque va être renversé quelques mois plus tard. Et c'est la consultation des archives il y a quelques années qui ont confirmé en fait ce qui avait été fait et le rôle de Eisenhower en la matière. Alors, ce qui est intéressant à l'époque, c'est que la presse américaine, on est en pleine guerre froide, est une presse extrêmement patriote. Donc, il y a des rumeurs qui disent, notamment les soviétiques disent, derrière tout ça, il y a la main des Américains. Et la presse américaine, patriote, en guerre froide, dit on ne peut pas aller dans le sens des soviétiques parce que c'est être traître finalement à notre patrie. Et donc, elle soutient les actions. Et en fait, officiellement, ce n'est pas la CIA qui a renversé. À l'époque, tout ça, on ne le sait pas en 1953. Mais ceux qui sont un peu lucides se doutent bien quand même que les Américains sont derrière le processus. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, les États-Unis vont signer un accord pétrolier avec le Shah d'Iran remis dans ses fonctions. Mais il faut imaginer une presse états-unienne qui ne va pas dans le sens des rumeurs de la Pravda soviétique et qui présente cela comme des phénomènes internes au pays, aussi bien en Iran qu'au Guatemala, et pas une action de la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Ouais, moi j'aurais une question sur les rapports politico-militaires, parce qu'à vous entendre, j'ai presque l'impression que vous êtes étonné qu'Eisenhower obéisse mais à pas Roosevelt. du tout. Mais pas du tout. Parce que déjà pendant la première guerre... Non, mais je me permets de préciser que j'en suis persuadée. Comme c'est un peu ma spécialité, je sais très bien qu'un militaire obéit par définition. Et Première Guerre mondiale, je t'ai coupé la parole. Oui, voilà, parce que Pershing, c'est déjà le cas avec Will. Donc voilà, rien de... Non. Je dirais rien de nouveau sous les tropiques, quoi. Oui, mais en même temps, si on est dans une tradition française, si je citais le nom de Boulanger, par exemple, vous voyez qu'on est dans une philosophie complètement différente. Quand on regarde aux États-Unis, les militaires finissent toujours par entrer dans le rang. Vous voyez, même quand MacArthur a des ambitions en Corée, qu'il a pour ambition, pourquoi pas, de régler la question par le recours à l'arme atomique, en dernier ressort, la culture politique fait que le président est le commandant en chef des armées et qu'il est le seul décisionnaire, même si MacArthur est extrêmement populaire. Les sondages d'opinion le mettent plus populaire que Truman, mais c'est ainsi. Et en fait, les militaires, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de militaires américains qui ont fini président des États-Unis. Je ne sais plus
le nombre en tête parce qu'il est extrêmement élevé, mais dans cette idée qu'ils ne sont pas là en tant que militaires, c'est qu'ils sont dans un moment de leur vie où ils ne sont plus militaires et donc ils deviennent présidents des États-Unis. C'est pas le militaire qui devient président des États-Unis, c'est l'homme qui a été militaire qui devient président des États-Unis. Je crois que depuis la tentative de... comment elle s'appelle cette... on est en 1783. J'ai un blanc. Il y a un moment où les soldats ne sont pas payés, il y a des problèmes. Donc, la conjuration de Newburgh. Donc, les militaires s'échauffent. Il y en a quelques-uns qui se disent « Ah, si on prenait le pouvoir, etc. » Et c'est George Washington qui remet tout le monde en place en disant « Non, vous me connaissez, etc. » Donc, en fait, cette question du pouvoir militaire ne se discute pas. Pour donner un autre exemple, quand les confédérés font sécession en 61, ce n'est pas un militaire qui prend la tête de la confédération, c'est Jefferson Davis qui est un civil. Donc on voit bien qu'on est dans une tradition, une culture politique où le militaire est au service du politique. Voilà, et l'inverse paraîtrait étonnant. Donc je rassure Erwan sur le fait que j'en étais convaincu depuis très très longtemps. Et quant à Boulanger, quand on veut l'éloigner du pouvoir, justement, Oui. on le nomme à la nomination, on nomme au corps d'armée à Clermont-Ferrand. Donc, voilà. Ouais, ça aurait pu être Limoges, mais c'est Clermont-Ferrand. Une dernière question, peut-être? Bon, ben, je pense qu'il nous reste à vous remercier, Hélène. Merci à tous. Avant de se quitter, et désolé pour les soucis techniques, je vous rappelle donc la biographie que Hélène a consacrée au président Eisenhower. Je vous signale également qu'elle a commis un ouvrage avec André Caspi, qui était son directeur de thèse et qu'on a vu encore récemment sur les antennes télévision. Donc les présidents américains, de George Washington à Joe Biden. Et enfin, un petit ouvrage qui est apparu il y a peu longtemps, les États-Unis, une très brève histoire. Et enfin, pour finir, là, malheureusement, vous ne pourrez pas l'acheter ici, vous l'acheterez en kiosque, dans le magazine Le Point, un numéro spécial donc consacré aux États-Unis, avec pour titre « Sécession au cœur de l'Amérique fracturée, reportage, carte, analyse ». Un entretien donc de Hélène aux pages 22 et 23, deux Amériques s'opposent. Voilà, donc beaucoup de lectures intéressantes pour prolonger cette causerie. Voilà, merci. Je tiens à dire de remercier ce soir la librairie Le Fayeur qui est ici ce soir avec ses ouvrages qui sont disponibles à la vente en sortant de la salle. Et si vous voulez les faire dédicacer, Hélène est ici à votre disposition. Bonne soirée.